Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission, Le Kiosque. Je suis heureux d'être de retour sur l'émission. Merci beaucoup à Charles pour m'avoir remplacé avec brio, ainsi que bébé Béatrice Bellé. Merci beaucoup. Merci aussi à Guy Albert Ruffin du Hamel, parce que depuis son arrivée, tout le monde parle de l'émission encore plus, parce qu'on me dit que le niveau a encore augmenté. Enfin bon, en tout cas, merci à tous et à toutes. Et à toi, pas à toutes, à toi. Merci aussi à Maître Saint-Cyr. Il n'aime pas que je l'appelle comme ça, professeur. Comment ça va, Philippe? Eh bien, ça va très bien, très bien. Je voudrais dire, je suis heureux de revoir Mano parmi nous, parce que je me demandais s'il n'avait pas une idée d'éloignement ou s'il ne nous regardait pas loin. Je le vois sur toutes les autres émissions, mais plus sur la nôtre. Et je tiens aussi à te dire que j'ai quelques dames, n'est-ce pas, qui sont extrêmement heureuses, qui seront heureuses de retrouver les yeux malicieux, n'est-ce pas, de Mano. Ah, mais je reprends l'expression. Je voulais te dire vraiment... Enfin, tu nous reviens. Bien sûr, a joué son rôle, Charles aussi parfaitement, mais enfin, quand même, Mano, avec son air malicieux, pas garder comme ça, il cache toutes les questions là, wap, et il faut réagir. Ça me gêne un petit peu, parce que je sais que Manuela prend beaucoup de temps pour préparer le sommaire du kiosque, et je sais que vous tenez à ce qu'on parle de tout ce qui est dans le sommaire, mais quand même, hein, regardez tout ce que j'ai préparé de mon côté, donc je vais... je sens que vous allez être fâché contre moi, mais bon. Non, pas du tout. D'accord. En tout cas, merci Grégory de me mettre le petit livre bleu de Maître Saint-Cyr, et puis nous dire s'il en reste à Zouk Télévision, parce que les gens continuent à réclamer ce livre-là sur l'octroi de mer. Il en reste encore, et nous sommes sur le point de faire une deuxième édition plus avancée avec des propositions que je ne livrerai pas maintenant, parce que bébé Zaka a gardé moi, je connais lui. Elle adore l'octroi de mer. Ah, voilà, parfait. Merci beaucoup, Guy Albert. Merci beaucoup, une fois de plus, d'être à Zouk Télévision pour rehausser de ta présence cette émission. Merci en tout cas de m'accueillir sur cette antenne. Et puis, c'est que du bonheur en fait. Et c'est surtout, je pense, utile aussi pour notre population, notre belle Martinique, ce peuple qu'on aime le temps. Alors, ingénieur social, chercheur et ingénieur social. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? Ingénieur, je comprends. Chercheur, je comprends. Ingénieur social, peut-être... Tu comprends plus. Je comprends plus. Je comprends plus. N'oubliez pas que moi, je suis autour de la table là, celui qui ne comprend pas grand-chose. Je vais vous poser des questions des fois pour essayer de comprendre. Et permettre aussi à ceux qui nous regardent de comprendre. Le rôle du candide, il n'y a pas mieux que ça. Alors, ingénieur social, Guy Albert. Oui, en fait, l'ingénierie sociale, si tu veux, c'est l'étude des politiques publiques. Comment elles s'expriment, comment elles s'évaluent, quelles sont leurs pertinences. C'est une vieille discipline pourtant qui est encore peu connue, mais qui vient des mines, donc ça date de déjà quelques temps. On a voulu un petit peu mettre un peu d'application, c'est-à-dire de scientificité appliquée, là où il y avait beaucoup de fondamentales avec l'anthropologie déjà, la sociologie, qui mettait la théorie et de ce qu'on appelle chez nous les sciences dures fondamentales. Avec une épistémologie différente, chez nous, on interroge vraiment le concret, c'est-à-dire comment ça se traduit tout ça, quand on a mis de la politique sur la table, quand on a mis de l'histoire, quand on a mis en fait une certaine logique sociale, aussi de l'anthropologie, comment on fait un projet pour une société, si on veut que ça fonctionne, et puis comment on est au rendez-vous de cette évaluation. C'est ce qui nous manque en fait. C'est pas faire des théories, c'est important la théorie, mais c'est surtout avoir une application pratique, d'où le mot ingénierie, de manière à pouvoir donner du sens à des projets de société et permettre à ce que les choses soient un peu plus concrètes et pas forcément uniquement accessibles pour faire plaisir à l'intellect. Alors, est-ce que ça manque un peu à nos hommes politiques, cette science-là? Oui, en fait, l'étude des politiques publiques, je pense que ça manque parce que les politiques font leur rôle. Ce sont des élus, ils ne sont pas là pour faire de l'épistémologie, ils ne sont pas là non plus pour faire c'est pas de l'académique. On peut demander à un politique de faire de la science. Il a un programme, il a une conviction, mais par contre, il doit s'inspirer, et c'est là peut-être qu'il y a la lacune, il doit s'inspirer suffisamment des apports théoriques, mais aussi de ce qui est
vécu, l'expérientiel, c'est-à-dire ce que l'empirisme, ce qui ressort, et puis surtout pas être comme un disque rayé, vouloir à tout prix être dans des doctrines qui malheureusement ont déjà tellement dépassé ce temps-là que ça fonctionne plus et tout le monde le sait, mais malheureusement ça ramène quelques voix et quelques sourires peut-être. Bien. Mais après c'est souvent des révoltes. Merci beaucoup pour cette explication. Bonsoir bébé. Madame Béatrice Bellé, enchantée de te voir. Moi aussi. Radieuse. Merci. Moi aussi, tu as vu, j'ai manifesté en te voyant un grand étonnement et un grand plaisir. Tu nous as manqué, donc pour vraiment... ceux qui n'ont pas pu voir ça, puisque c'était pas encore à l'antenne, j'ai eu droit à un gros bisou. Une arrivée de Paris. Mais sincère. Ah non, mais je le sais. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'il s'agissait de les retrouvailles de Gros Monde. Voilà. C'est important. C'est très important. Très faut important. toujours le dire. Laisse-moi mettre... Voilà. En tout cas, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs. À nouveau, merci de nous accueillir chez vous. Et merci de votre fidélité. Merci à toutes ces personnes, d'ailleurs, que je salue. Alain, Marie-Agnès, je vais oublier des prénoms, mais à toutes ces personnes que j'ai croisées ces derniers jours, notamment dans les magasins de bricolage, et qui m'ont interpellée en me disant qu'ils suivent cette émission, qu'ils en tirent un apport, qu'ils apprennent des choses, que nous sommes pédagogues, même si parfois ils ne comprennent pas tout, mais que nous sommes pédagogues et que ça leur permet quand même d'avoir quelques éléments d'appréciation sur la politique locale, évidemment, mais également sur la politique nationale et internationale. Donc, merci, parce que ce sont des encouragements. Ça nous donne la force de continuer, parce que nous sommes des bénévoles et que nous faisons ce que nous faisons avec conviction, avec dans la bonne humeur, dans la joie et dans la bonne humeur et l'amitié. Et vraisemblablement, ça se voit, même quand je me discute avec papy. Bien. Merci. Alors certains auraient pu penser que Béatrice Bellé n'aurait jamais mis les pieds dans un magasin de bricolage. Et voilà, c'est ça la force d'être gourmandais. C'est ça. La réalité. Oui. La réalité. Non mais pire, je mets mes bottes, je tiens mon coutelas, je sais, voilà, c'est ça, je monte aux arbres encore un peu, tant que je peux, je le fais. Ah, tu montes aux arbres? Bien sûr. Ah non, c'est pas... Quand tu vas avoir les plus belles pommes d'eau, c'est soit tu montes. Tu comprends? Moi, je pas l'écueil fruit là, télescopique. Et avant qu'un cueil fruit ne passe sous l'arbre avant moi, je monte, je récupère, j'ai mon petit sac, je redescends, je lave tout ça et je mange. Et ça vaut aussi pour les mangues. Tu fais de la plomberie. Fais-tu de la plomberie? Oui, un peu. Bon, est-ce que on pourrait échanger nos connaissances, notamment tout à fait. nouveaux flotteurs, n'est-ce pas? Tout à fait. De chasse d'eau, comment les régler? Oui, écoute, la dernière fois, j'ai tout démonté. Bon. J'ai démonté les bacs pour mettre les nouveaux... on pourra s'entendre. Voilà. Tout à fait. J'ai un maître de stage aussi, il me suit régulièrement. Ah, d'accord. Bon, moi, j'ai pas de maître de stage, je m'en suis sortie toute seule. Alors, comme je suis bien entouré. Ah, tu as vu ça? Tu as vu ça? Alors, Béatrice, quand est-ce que vous allez entrer dans votre nouveau palais? Le palais de l'espace sud. Ah, nous déjà rentré, mon Vous êtes déjà dedans? Mais oui. Non, je pensais qu'il y avait encore des travaux supplémentaires parce que le budget a tellement explosé. On m'a dit, chaque fois, on rajoute des choses. Ah, je suis tenue par la discrétion professionnelle. Je comprends. Mais c'est un bel ouvrage qui a fait... c'est un bel ouvrage qui a fait travailler énormément de monde et qui a permis aussi aux entreprises martiniquaises d'être mobilisées. Voilà, donc nous y sommes installés et je laisse d'autres commenter. Oui, à Rivière-Salée, dans la zone Mopou, qui va être également une zone d'activité, puisqu'elle a vocation à être... c'est une zone d'activité qui a vocation à être aménagée. Vous avez fait un déjà-loup pour ceux qui sont... là-haut, là, à la CTM. Il paraît que c'est plus joli que la CTM. Ah, mon chef, il faut que les gens viennent. C'est leur maison, c'est la maison, c'est une maison publique. Hein. Donc, il faut que les gens s'y rendent. Oui. Je t'en prie. Dans un élément d'actualité, il m'est difficile de ne pas faire état de cela. Je voudrais rendre hommage à un grand politique, un grand Martiniquais qui nous a quittés hier après-midi. C'est le sénateur... Je l'ai noté, c'était le premier sujet. Non, vas-y, je t'en prie. C'était le sénateur Roger Lys, que j'ai eu sénateur maire. Il a été maire de Cassilotte, il a été conseiller général et il a été
sénateur. Et il a réalisé des choses extrêmement intéressantes. Notamment, il est à l'origine du premier texte sur les 50 pages géométriques, c'était en 95-96, je crois, qui a permis de régler un certain nombre de problèmes, de faire passer ça dans le domaine privé de l'État. Il a été aussi à l'origine de la création de l'association des amis de l'ancien président du Sénat qui s'est opposé au général de Gaulle, Monnerville. Okay. Et c'était un homme de la mer. Roger Lise, je l'ai rencontré, moi j'étais spécialiste au droit maritime à l'époque, et ça a toujours été un homme de la mer parce que il était, sa profession, il était capitaine au long cours. Capitaine au long cours, c'est pas n'importe quoi. Ce sont ceux qui effectivement, gouvernent les grands paquebots, les grands navires. Et il était à la station de pilotage. Voilà. Vous savez qu'un bateau ne peut accoster dans un port que lorsque monte à son bord le pilote qui connaît effectivement les passes. Et donc il était à cette station de pilotage et c'est là qu'il exerçait sa profession. Et je dois te dire que c'était un homme charmant, délicieux, humble. Il parlait pas beaucoup, mais il avait beaucoup d'idées. Parce qu'il paraît que ceux qui parlent beaucoup n'ont pas beaucoup d'idées. Je ne sais pas si c'est vrai, nécessairement. Mais lui, il était vraiment remarquable. Je voudrais rendre hommage. Je le croisais souvent à Casse-Pilote, puisque j'habite Casse-Pilote. Et j'échangeais toujours beaucoup avec lui. Et je voulais lui rendre hommage, grand Martiniquais, et présenter toutes nos condoléances à la famille de Roger Lise. J'ai eu son fils Emmanuel ce matin. Ah oui. Qui a suivi son père parce que lui aussi il est commandant d'un navire et il est l'un des responsables de la station de pilotage de la Martinique. Capitaine de Loncourt. Emmanuel, ouais. C'est bien. Voilà. Il est décédé à l'âge de 95 ans. Oui. Donc c'est dire le temps où il a œuvré pour la Martinique. Et j'ai un peu l'impression que ce genre de politicien n'existe plus. On peut en trouver quelques-uns comme ça encore en France. Mais c'est des gens comme Mitterrand, comme De Gaulle, comme Chirac. Je ne sais pas, ça me donne l'impression vraiment qu'on n'a plus ce genre de politicien. Enfin, en tout cas, il était aimé de tous les partis, me semble-t-il. Oui, c'était un centriste. Il était centriste. Oui, il avait des relations avec tout le monde. Tous les autres partis. À l'époque, j'étais dans le parti, on avait d'excellentes relations. Et on collaborait toujours sur les 50 pages géométriques, qui était l'une de mes spécialités. J'ai effectivement travaillé avec lui sur ce problème-là. Alors on peut revoir la photo, s'il te plaît, Grégory, du sénateur. Je ne sais pas s'il a eu le temps de la passer quand on discutait. Oui, non, donc c'est pas moi le sénateur. Hein. Bon, pas encore. Voilà, Roger. Oui. C'est pour rappeler un petit peu... Et voilà, Roger Lise. On peut dire aussi deux mots de... Ah, mais vous avez quelque chose sur le sénateur Lise, non? Non, rien à rajouter, si ce n'est que, oui, il fait partie de cette grande famille d'hommes politiques qui ont œuvré pour la Martinique à une époque... Parce que je crois qu'il faut recentrer les choses, qui aussi donne cette impression de grandeur. C'est que la parole politique était peut-être beaucoup plus écoutée. Elle était aussi peut-être un peu plus rare, parce qu'il n'y avait pas autant de canaux d'information, de diffusion et de communication. Du coup, elle était soignée. Il y avait, on prenait le temps de dire les choses. Moi, j'ai travaillé avec un certain nombre d'entre eux, dont le président à l'époque du Sénat, M. Poncelet, et je voyais le soin qu'il mettait à écrire ses interventions. Donc, je crois que c'est ça, c'est ce qui fait aussi parfois la grandeur politique, c'est le soin qu'on met à dire les choses, le soin aussi de l'empathie, c'est-à-dire de se rendre compte de l'effet que nos mots peuvent avoir sur les personnes qui sont en face. Et puis c'était aussi des hommes quelque part de lettres, il faut le dire.
et d'ambition pour leur territoire dans un contexte. On a des questions notamment sur Mayotte qui vont venir tout à l'heure, mais dans un contexte où le développement de l'outre-mer était loin d'être une chose évidente. Ça n'est toujours pas, même si on a fait des grands progrès, mais c'était encore plus compliqué de travailler pour les outre-mer et pour la Martinique, là, dans le cas d'espèce, que ça ne l'est maintenant. Albert, tu as connu le sénateur? Non, je l'ai connu de nom et de réputation, mais quand je vois tout ce qu'on dit, tout ce que ces personnes qui étaient à l'époque maires d'abord, dont la parole politique était attendue, la parole politique était reçue, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas non plus un besoin de séduction politique. Les gens étaient au rendez-vous d'une parole politique qu'ils attendaient. Ça me donne aussi l'intérêt, je pense qu'à un moment, il faudrait peut-être qu'on pense à nos grands hommes, à notre panthéon. Je pense qu'il y a quand même des personnes qui mériteraient peut-être d'être citées à ce rang-là. Et un pays comme le nôtre, avec autant de citations, autant de repères, autant de personnes qui ont marqué, peut-être pas l'histoire telle qu'on l'entend aujourd'hui, mais qui ont tracé aujourd'hui des voies de réflexion. Et c'est dans ces voies aujourd'hui, c'est ces voies qu'on emprunte, quelquefois de manière insigneuse, mais on y rentre dedans pour pouvoir construire un peu demain qu'on espère un peu plus apaisé. Mais ça me donne l'idée quand même, pourquoi pas penser à un lieu de mémoire à nous. On pourrait peut-être recevoir toutes ces personnes-là sans attendre forcément qu'ils aillent quelque part à la rue Soufflot. Bien. Merci beaucoup, Guy-Albert. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Ça va bien? Ça va. Nous étions en train de parler, rendre hommage au sénateur, au maire Roger Lise. Je pense que tu as dû le connaître, même si vous n'étiez peut-être pas du même bord, j'en sais rien, mais tu as dû le connaître. Enfin bon, c'était un homme, je ne sais pas, vous l'avez peut-être déjà dit, il était de droite, mais la droite UDF, discordienne. Et puis c'était un homme relativement modéré et sage dans l'expression. Respectueux de ses adversaires. J'ai parlé de lui il n'y a pas très longtemps avec le docteur Lise, parce qu'il était sénateur comme Claude Lise, et par conséquent, et sur la décentralisation, il avait pris quand même des positions, disons, moins oxydées que beaucoup de gens de son camp, m'en semble-t-il. Voilà. Ouais. Parce que je me rappelle de notre sénateur, lorsque le ministre Emmanuel de l'Outre-mer, en 1981-82, premier ministre de Mitterrand, a voulu faire l'Assemblée unique, il y a un sénateur de la Martinique, que je ne nommerai pas, qui a pleuré et qui a dit que c'était l'indépendance. Emmanuel était... il a été ministre de... Oui, ministre de l'Outre-mer. De l'Outre-mer, oui. D'accord. Il est venu ici, Michel, il est venu ici plusieurs fois. Il est venu ici plusieurs fois. Ah oui. À l'université, nous l'avions reçu. Il était d'origine corse. Il me semble-t-il qu'il était député de Bordeaux. Des Landes. Des Landes. Ouais. Il était d'origine corse et surtout, bon, il a été après président de l'Assemblée nationale. Tout à fait. Bon, c'était un... Dans le Parti socialiste, c'était une personnalité. Bon. Et c'était une personnalité de la gauche du Parti socialiste. Oui. D'accord. Et en particulier sur la question institutionnelle, il avait des positions très avancées. Probablement dû à ses origines insulaires par ailleurs. Et exactement. Effectivement, tu as raison. Et en tout cas, il était... je me ramène à Roger Lise. Roger Lise, à ce moment-là, avait pris des positions assez courageuses. Bon, pour la loi, ce qu'on appelait à l'époque la loi de fer. Gaston Defferre. Alors, on va parler aussi de la mort de notre UDF, François Léotard. C'était un homme de l'UDF. Oui, c'était aussi un type de l'UDF. Il est décédé, vous savez ça? Oui, vous en avez entendu parler. Il y a 2 jours. Oui. Il y a quelque chose. Vous avez connu François Léotard? Non, il a été ministre plusieurs fois. Les armées, non. Oui, ministre des Armées. Il a été ministre de l'Éducation nationale. Oui, aussi, il a eu quelques postes. Quelques portefeuilles avec la justice. La justice. Oui. Mais il faisait beaucoup de
plateaux. Je me rappelle de l'époque où il n'y avait que 2 chaînes, en tout cas sur l'Hexagone, et il faisait beaucoup d'émissions politiques. Il savait se défendre. Bien. Il faisait partie, en gros, par rapport à Giscard d'Estaing, il faisait partie de ce qu'on pourrait appeler, on appelait ça les chevaux légers de la droite. C'est-à-dire les types qui étaient sur le point de remplacer les vieux briscards. Ouais. Bon. Très bien. Alors, juste dire aussi un mot sur le non-lieu de l'AFCA. Vous avez entendu parler de cette histoire. L'AFCA, c'est le crash de l'avion qui est tombé. Et là, hier, je crois bien que c'était hier, le juge a prononcé un non-lieu pour cette histoire-là. La cour d'appel a prononcé un non-lieu. Donc, tout comme pour l'histoire de chlordécone, on est parti pour encore un autre non-lieu. Donc, dès qu'il s'agit de trucs concernant les Antillais, je trouve qu'on fait vite des non-lieux. Je ne sais pas. Non, mais attends. On n'arrive pas à trouver qui sont les responsables dans cette histoire-là. Et généralement, on essaie de mettre ça sur le dos de ceux qui sont morts. Les pilotes, les gens de morts. Enfin, voilà. Je voulais signaler ça quand même parce que ça s'est passé cette semaine. Juste sur ce point, il y a eu quand même un fait assez troublant dans l'instruction de l'affaire de l'AFCA, et notamment des experts Qui n'ont pas été reçus. Qui n'ont pas été reçus alors que, bon, ils ont amené leur expertise, dont on peut penser qu'elle est partisane au prétexte que ce sont les plaignants, donc les familles. Les partis civils qui les ont embauchés. Néanmoins, ils sont venus avec des données scientifiques, des tests qui ont été faits et qui prouvent, là en l'occurrence, que ce serait le poids de l'avion qui aurait causé sa chute. Bon, je ne vais pas rentrer obligatoirement dans une vision que l'on pourrait dire complotiste ou autre, mais on ne peut s'empêcher, c'est vrai, de se dire quand même que dans toutes ces affaires où la justice doit passer, qui concernent les nôtres, il y a quand même une facilité à balayer le droit quelque part. Parce que les familles ont besoin de justice. Il y a quand même bien des responsables. Les gens sont montés dans un avion qui appartient à une compagnie. Qui s'est craché, donc à minima la compagnie est responsable. Et là on dit aux gens non, personne n'est responsable, ils sont montés dans un avion, ils ont payé un voyage, ils ont payé une agence, ils ont payé tout ça, mais personne n'est responsable, ils sont morts, bon ben démerdez-vous avec ça. Je trouve ça un peu fort de cacao quand même. Ouais. Et donc je te rejoins sur le fait que si je veux pas rentrer dans... Je trouve ça très injuste pour les gens, et je ne saurais mesurer, et j'en connais quelques-uns, la douleur que ça peut être après tout ça de temps pour les gens de ne pas obtenir un début de justice. D'autant que la justice... Ce n'est pas du complotisme, en fait. C'est simplement un constat. Oui, c'est un constat qui est d'autant plus grave car c'est un constat qui se répète. Il n'est même pas cyclique. Il n'a même pas le mérite de faire une fois comme ça, une fois autrement. C'est tout le temps. Il est linéaire et il est évolutif. C'est tellement chronique que ça devient normal. C'est-à-dire qu'à la limite, on n'est même plus ému de ça. Je rappelle quand même que dans cette affaire, on est au 2e degré. C'est-à-dire qu'on n'est plus devant... On est déjà devant la cour d'appel. C'est même pas le fait de blanchir, de dire voilà qu'ils ne sont pas coupables. C'est le refus systématique de tout débat judiciaire devant une juridiction plaignante. On se cantonne d'une procédure qu'on fait aboutir, et personne ne semble plus s'émouvoir que ça, par un mot qu'on appelle simplement non-lieu. Ça veut dire circuler, il n'y a rien à voir, mais plus grave, il n'y a jamais eu rien à voir. Et en même temps, la justice a condamné, dans le crash maintenant d'Air France, à peu près à la même époque, en juin, la justice a condamné Air Si, c'est passé il n'y a pas très longtemps. Vous vous rappelez du crash là, de l'avion d'Air France? Il n'y a pas eu un non-lieu là, et le parquet a fait appel. La justice a condamné Air France et ceux qui font cet avion-là, Airbus. Les deux ont été condamnés à dédommager la famille. Oui, d'accord. C'est quand même une condamnation, au moins ça. Non, en fait, là, dans le crash de... Mais nous n'avions pas les mêmes plaignants quand même. Oui. Ben voilà. Bon,
Parce que je reviens sur ce que disait tout à l'heure notre ami, c'est que dans cette affaire, moi j'aurais aimé quand même avoir l'argumentation du non-lieu. Pourquoi il y a un non-lieu? Bon. Et d'autre part, je rejoins également sur l'idée que les parties civiles ont payé très cher d'ailleurs. Bon. Il y a eu des souscriptions dans le public martiniquais, parce qu'il est certain que l'AFCA n'a pas toujours eu les moyens financiers. Parce que derrière cela, il y a aussi le fait que la justice coûte cher. Aller en appel, aller en cassation, éventuellement au niveau européen, eh bien, ça veut dire qu'il faut avoir les moyens financiers. La justice n'est pas gratuite. Donc, et en particulier, ils ont produit des experts qui n'ont même pas pu exposer devant le tribunal leurs conclusions. Non, c'est inadmissible. Ça. Ouais. Donc il n'y a pas de condamnation au dépens, il n'y a pas de frais répétitifs, il n'y a pas de il n'y a rien. En ce qui concerne en France, non, il n'est pas responsable, pas coupable. Il y a eu l'indemnité, c'est tout. Bon, parce que j'ai entendu un parallèle par un des avocats de l'avocat. Bon. OK? Oui, mais... Bon, non. Il ne faut pas dire que dans un cas, ce sont des nègres, et puis dans l'autre, que c'est des blancs. Non, je n'ai pas dit des nègres, j'ai dit oui, maître. Je te parle d'un avocat de l'AFCA. Je ne te parle pas de toi. Je parle d'un avocat de l'AFCA. Il faut faire attention. OK. Il faut faire attention. Il y a les procès en matière d'accident d'avion. Il y a même une télévision qui s'est spécialisée sur ces cas-là. Les procès en responsabilité pour les accidents d'avion sont extrêmement difficiles. C'est très difficile de prouver la responsabilité des compagnies, etc. et des constructeurs. L'accident d'avion n'est jamais dû à une seule cause. Ouais. Il y a toujours une série de causes qui sont à l'origine de l'événement. Non, je voulais dire deux choses. Je ne connais pas le dossier. OK ? Effectivement, moi, il m'est difficile de dire. Je suis juriste. Et je reste juriste. Mais ce qu'on constate, effectivement, mais vous l'avez dit tous les deux, c'est qu'effectivement, il y a de nombreux non-lieux. C'est quand même... ça ne peut que frapper. Hein. Effectivement, il n'apparaît pas qu'il y ait de responsabilité retenue. L'autre fait, je ne connais pas le dossier, donc je suis gêné d'en parler. J'étais avocat, je suis professeur de droit. Pourquoi l'expert n'a pas été reçu? Je n'en sais rien. Je ne connais pas les éléments du dossier. Hein. Mais tout à fait inadmissible ce genre de sentiment, qui est autant de non-lieux concernant le dossier. C'est quand même curieux. Plus, bien sûr, la chlordécone que l'on doit avoir. Mais je pense que nos journalistes pourraient faire une petite... investigation. Un petit effort, quand même, pour nous expliquer, quand même, comme on essaie de le faire ici, nous expliquer un peu les éléments du dossier, oui, et nous expliquer l'argumentation. Là, on parle dans le vide, et souvent, il n'explique pas les choses correctement. Je les entends, moi-même, j'entends une information, j'arrive pas à la déchiffrer. Il faut que je réécoute pour avoir la logique. Alors je pense qu'il devrait y avoir ce genre de pédagogie sur des dossiers aussi importants. Tout à fait. Bien. Qui plus intéresse l'opinion publique. Mais bien sûr, je peux te révéler quelque chose. C'est ce type de discussion que nous avons eu hier en comité de rédaction de justice sur ce dossier. Et j'ai dit aux journalistes de justice, il faudrait essayer de savoir un petit peu quels sont les éléments sur lesquels s'est fondé le tribunal pour prononcer le non-lieu. Et d'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui ou demain, l'avocat fait une conférence de presse et elle va en dire un peu plus. Demain. Bon, parce que je pense que ce serait bien mais des condamnations du genre, d'un côté à Versailles c'est des Blancs, etc., et puis de l'autre côté à Fort-de-France c'est des nègres, moi ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas. Très bien. Tu comprends? Bon. Alors, dans tout ce qu'on nous a préparé, moi j'ai noté les 100 jours de Borne. Est-ce que vous avez écouté la Première ministre? Cet après-midi. Cet après-midi, mais elle a fait une première déclaration avant. Voilà. Et qu'est-ce que vous en Moi, avez j'ai écouté retenu religieusement dans mon domaine.
mais je vais déjà laisser parler Moi, ce qui m'a interpellé, les politiques, oui. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est on a envoyé dans les 22 mètres la loi sur l'immigration. J'ai vu que ça, on l'a occulté. Moi, je parle de choses qui me concernent et qui concernent peut-être directement notre pays. Alors effectivement, l'analyse globale de la conférence de presse, dans le cadre des 100 jours, d'ailleurs c'est mal barré, 100 jours, vous connaissez la période napoléonienne et comment ça se termine en général. Bon, je pense que l'image n'est pas bienvenue. Bon, mais oui, effectivement, la loi sur l'immigration et l'autre texte, effectivement, qu'elle devait présenter, c'est remis au calendrier grec. Hein. Mais moi, j'ai entendu le président de la République et la première ministre. Leur premier axe de travail, c'est le travail. Et c'est le travail avec l'alternance et la réforme des lycées professionnels. C'est-à-dire que derrière, je ne défends pas la politique, hein, vous savez très bien où je suis, hein, mais je constate et j'essaie d'avancer, moi, dans le secteur qui est le mien, au niveau technique. Et là, il y a une nécessité de réindustrialiser le pays. C'est fondamental. Et ça passe par cette formation professionnelle, la réforme des lycées professionnels. Et là, ces propos me rappellent l'abbé Grégoire, qui disait ceci: entre les peuples comme parmi les individus, le plus industrieux sera le plus libre. C'est-à-dire que les pays, les États ne peuvent se développer que dans la mesure où ils développent leur technologie dans les différents domaines. Alors, il y a le Conservatoire national des arts et métiers qui est ici, bien sûr, et qui a ce rôle et qui joue déjà ce rôle avec les lycées professionnels en mettant des formations supérieures au-dessus des BTS, ce qui permet à ces étudiants d'atteindre le plus haut niveau possible d'ingénieur. Alors je pense que si ils tiennent leurs promesses, il y a des choses à faire et il faut que nous, Martiniquais, nous mettions au travail et que nous déterminions un certain nombre de projets. Voilà ce que je voulais dire dans mon secteur, mais effectivement, je ne peux pas croire à tout ce qu'ils disent pour les 100 jours qui s'annoncent. Albert, sur ça, Oui, c'est bien qu'on prenne 100 jours. On a pris tellement d'années. On se donne 100 jours. C'est bien. Il faut annoncer ça. J'ai l'impression d'une annonce sommaire, en fait. C'est comme une table des matières. Et on n'a pas le contenu. Ça s'arrête à l'avant-propos. Et quand on regarde bien de ce que ça contient, 100 jours pour apaiser le pays, hein, pourquoi pas. Et puis on va faire une belle fête nationale. Mais il n'y a plus à garder une partie, semble-t-il. C'est un peu dommage. Et on arrivera au 14 juillet avec 100 jours de sommaire. Alors qu'est-ce qu'on a de ça? Alors on va nous annoncer un grand truc. On va remplacer Pôle emploi. On va l'appeler France Travail. Oui, c'est bien, ça s'appelle de la cosmétique. Ça fait la deuxième fois qu'on change Pôle Oui, emploi. bien sûr. Oui, Mais voilà, ça veut dire que je ne sais pas si quand on veut réformer le travail, est-ce que c'est la dénomination de l'institution qui a pour mission de gérer un peu l'accès à l'emploi. Et puis on dit voilà que dans ça, il faut réformer le travail. C'est-à-dire qu'il faut réformer il faut donner du sens à la recherche de l'emploi. Mais c'est justement ce qui me manque. Comment on fait? En changeant Pôle emploi, en l'appelant France Travail, c'est ça? Deuxième chose qui me gêne, on va réformer ces professionnels. Moi, j'ai connu les LEP, lycée d'enseignement professionnel. La plus grande réforme était de faire des LEP, des LP, des lycées professionnels. On a enlevé le E, c'était une réforme. Et puis on a créé le baccalauréat professionnel. Aujourd'hui, il y a un vrai problème. C'est-à-dire le problème, c'est la formation des personnes, des jeunes. Et cette formation des jeunes, qu'elle soit professionnelle, technologique ou générale, il faut de la compétence. Et c'est ce que de toutes ces forces exprime force compétence. Pour moi, la question du lycée professionnel, mis à part effectivement des questions syndicales ou encore des questions qui sont propres à l'enseignement, il y a un vrai défi sur les lycées des métiers. C'est-à-dire comment aujourd'hui on donne au métier de la compétence. Et c'est ce qui m'importe.
C'est pas l'industrialisation qui serait peut-être une nouvelle question sociale, mais je laisserai peut-être davantage parler la gauche dans ce cas-là. Mais si c'est indépendamment de la nouvelle question sociale qu'on interroge cette affaire-là, je serais davantage aujourd'hui à dire voilà qu'il y a aujourd'hui l'enseignement des métiers, donc le lycée des métiers, et dans le lycée des métiers, y mettre tous les métiers, fût-il le boulanger ou l'avocat. Et je crois que c'est peut-être ça. On n'a plus de trajectoire. Le mot professionnel ne veut pas dire forcément artisan. Quand on est chercheur, on est aussi professionnel, non ? Mais ça me fait penser aussi que le président Macron a annoncé dernièrement que pour pouvoir enseigner, il fallait... on avait 3 jours. 3 jours. Donc comment enseigner, former des gens quand on n'est pas soi-même formé ? C'est justement, quand on parle de métier, on va au-delà du professionnel. Toute personne qui travaille pour une rémunération est un professionnel. Arrêtons de stigmatiser les gens, pas parce qu'il n'y a pas de grands professionnels intellectuels et puis les professionnels manuels sont des sous-professionnels. Non. D'accord. Bébé, tu vois, je le dis comme médecin. Oui, je vois ça, je vois ça. Béatrice, pardon, maître. Béatrice. C'est pas moi seulement qui l'appelle comme ça. Elle, là, seulement, on t'a baptisé ainsi. Non, c'est toi. C'est toi qui as... Oui, j'étais à l'origine. Voilà, et maintenant on m'interpelle. On ne te connaît plus que comme bébé. Tu pourrais me remercier, bébé. Je demande un arbitrage. Je suis pris entre bébé et papy. Et c'est peu professionnel. Oui, voilà. Je demande une réforme. Ok, d'accord. Voilà. Alors, Béatrice. Qu'est-ce que je dis déjà, il reste plus 100 jours, on doit être à 90 jours maintenant. Oui, certainement. Tu les comptes. Voilà, il faut les compter. Les gens ont annoncé 100 jours. Et moi, ce que je trouve assez surprenant, c'est cette dialectique qui est aujourd'hui celle du gouvernement et celle de cette première ministre. Celle de Macron. Qui arrive en disant, oui, vous voyez, on nous a dit qu'on ne pouvait rien changer, on a changé. Mais enfin, comment ? À coup de 49.3, t'as pas de majorité. Faut quand même être sérieux. 90%, 9 Français sur 10 opposés à la réforme des retraites, vous la faites quand même. Je veux rappeler une chose, je l'ai dit dans un petit débat que j'ai eu dernièrement avec un petit groupe de personnes, et rappeler quelque chose. Le président de la République, s'il y a une mission qui lui est confiée, c'est la première, c'est celle de la cohésion de l'État et de la nation. Bon. On ne demande pas aux gens de faire pour faire à tout prix et puis de défaire comme ça toute la cohésion, tout le tissu, parce que ça a été un mépris pour les personnes, toutes les personnes. Il n'y avait pas que des syndicalistes qui manifestaient dans la rue. Aujourd'hui, le fameux mouvement, il y a les gilets jaunes, maintenant il y a le mouvement des casserolades, comme on appelle, enfin bref, des casserolades, ok. Mais partout, les gens, et d'ailleurs même pour ça, ils ont un mépris. Ah, les casseroles, c'est dans ma cuisine. Elisabeth Borne dit avec les casseroles, elle dit avec les casseroles, il n'y a pas de dialogue. Mais enfin, faut être sérieux quand on a fait autant de 49.3 et quand par ailleurs, sur la question, même si la loi immigration, mais la loi immigration aujourd'hui, elle est reportée parce qu'ils n'ont toujours pas de majorité et qu'ils ne savent pas s'entendre avec les LR sur un certain nombre de points. Je rappelle en plus qu'il y a des petites choses un peu criantes là sur le feu, notamment les opérations qui sont menées à Mayotte, qui posent des vraies questions sur la question de l'immigration clandestine singulièrement. C'est pour ça qu'ils ont envoyé l'immigration plus tard. Ils n'ont pas débattu sur ça. Oui. Il y a une décision du tribunal administratif, faites attention. Tu parles de Mayotte. Je parle de Mayotte. Oui. Moi, je crois que, en tout cas, sur... interdit tout l'opération. à fait. Je crois en tout cas que pour ce qui est pour ce qui a commencé, malgré tout, l'opération. Pour ce qui est du discours de Madame Borne, bon, c'est comme on dit les chroniqueurs, je crois que ce sont des déclarations d'intention. Je ne suis pas sûre là qu'elle sache précisément comment aller, vers où aller et comment le faire. Et pour ce qui est, vous avez parlé du lycée professionnel, moi j'ai envie de dire qu'il faut être vigilant. En effet, il y a de l'enseignement à apporter à ces jeunes qui sont dans le milieu professionnel. En l'occurrence, en formation professionnelle, il y a quasiment des stages tous les 4 mois, de près de 1 mois. Ça fait beaucoup, malgré tout, c'est très présent dans leur scolarité. Il ne faudrait pas non plus qu'on se paye une main-d'œuvre que l'on ne qualifie pas, parce que être en condition de travail,
c'est pas être en capacité de travail et c'est pas obligatoirement aussi apprendre un certain nombre, avoir appris la partie théorique qui va avec éventuellement le métier que l'on veut faire. Moi, je crois qu'il faut faire attention. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on apprend sur le tas et que c'est bien de faire en sorte que les jeunes abordent l'entreprise de plus en plus tôt. Moi, je pense que c'est important que les jeunes abordent l'entreprise assez tôt. Pour autant, il ne faut pas faire du lycée professionnel un vivier à main-d'œuvre pas chère, voire gratuite. Ok. Michel? Non, alors pour revenir à... Le Premier ministre? J'ai entendu un commentaire qui m'a plu concernant l'intervention de Mme Borne, que c'était un catalogue de la redoute. C'est-à-dire qu'elle a répertorié tous les problèmes qui se posent à l'heure actuelle dans la société française et pour lesquels il faut avoir effectivement des réponses. Mais sauf un, précisément, c'est le problème des retraites. Donc, le but, c'est d'enjamber, c'est le terme exact, ils veulent enjamber la question des retraites. Ils veulent faire oublier cette histoire. Ils veulent faire oublier. Alors, il est certain, et puis d'autre part, deuxième observation, qui est quand même plus inquiétante, c'est que les élections de 2022 n'ont pas donné une majorité à la France. Bon. Et par conséquent, il y a une majorité relative, et ce gouvernement, comme un autre d'ailleurs, de toute façon, ne peut pas gouverner. Et Elisabeth Borne dit qu'elle va essayer de discuter au cas par cas, dossier par dossier, pour obtenir des majorités. Bon. Et ça c'est un... Bon, c'est pour ça que la réforme concernant la loi immigration. Et en même temps, la loi immigration, elle a été lancée pour essayer de contourner et d'acculer le Front National, de chasser sur le terrain du Front National, puisque l'extrême droite en France, comme ailleurs, se sert de l'immigration comme deux moyens de monter dans les opinions publiques. Parce qu'il y a une crispation en Europe, aux États-Unis. Toutes les extrêmes droites se servent de l'immigration, voire Trump, et d'autres. Par conséquent, et ça c'est inquiétant, parce que ça, au-delà même de la politique politicienne, ce qui se passe là, c'est que faut craindre qu'au mois d'octobre-novembre, on arrive à un blocage de la démocratie française. Et que par conséquent, on s'oriente vers une dissolution qui, selon tous les sondages, profitera au Front National. Et c'est ça, à mon avis, le danger. Le grand danger, c'est ça. Bien. Alors, Béatrice, tu nous as... Pardon? Non, je dis un danger un peu fabriqué aussi. Mais... Oui. Oui. Sur ça, deux remarques que je voudrais faire. Sur l'alternance. Je conçois totalement ce que tu as dit. Effectivement, il ne faudrait pas que l'alternance aboutisse effectivement à une main-d'œuvre. Non, mais même le lycée professionnel, puisque c'est l'augmentation des semaines. Je ne parlais pas de l'alternance obligatoirement. Oui, mais c'est ça. L'alternance, c'est le fondement de la formation à l'heure actuelle. C'est maintenant comme ça que ça se fait, dans beaucoup de domaines. Alors, ça, incontestablement, ça présente des avantages, puisque ça rapproche effectivement le jeune de l'entreprise. Et c'est une nécessité de le faire, ok ? Et c'est une nouvelle formation, si tu veux, à partir du projet ou de la question qu'ils ont à résoudre, eh ben, ils vont vers le théorique. C'est une autre démarche. C'est en train de se faire. Moi, je suis en première ligne, je regarde comment ça se fait. Mais je dis que l'alternance, dans le contexte actuel, c'est absolument indispensable. Ça rapproche nos étudiants de l'entreprise. Moi, au niveau du CNAM, qui est une entreprise privée, j'ai effectivement des alternants qui travaillent et qui font du boulot. Et là, à partir de cela, effectivement, ils vont entrer nécessairement dans l'entreprise. Alors, ça présente des avantages, mais il faut éviter effectivement les abus qui peuvent se produire. Parce qu'il nous faut absolument que les entreprises mettent à notre disposition des maîtres de stage et que nous soyons en relation avec eux pour suivre, n'est-ce pas, la formation. Et c'est pas évident à faire. Non, mais c'est juste que je précise.
parce que tu es parti sur l'alternance. Moi, je parlais du lycée professionnel, qui n'est pas un lycée en alternance. La formation professionnelle, enfin oui, on considère ça comme de l'alternance, mais la formation professionnelle aujourd'hui représente déjà un volume de semaines assez important. Et après, en effet, en formation supérieure, ils peuvent également choisir une alternance là qui est beaucoup plus forte, puisque c'est quasiment une semaine en classe, une semaine en entreprise. Bon, mais je parle de dispositifs spécifiques en la matière à l'actuel, au niveau du professionnel. De l'apprentissage. Oui, c'est l'apprentissage. Oui, ça peut être l'apprentissage, mais ce n'est pas que ça. Et moi, je pense que c'est une formule qu'il faut développer. Et on a des résultats. Alors, je retiens ton idée, toi, sur la formation professionnelle. Effectivement, les lycées professionnels, c'est pas suffisamment parlant. Et effectivement, le vocabulaire que tu proposes sur les métiers, pourquoi pas? Le lycée des métiers au lieu des lycées professionnels. Et tu crois que les métiers sont plus parlants que le lycée professionnel? Il y a le champ plus loin. Non, mais très clair. Parce que pour moi, une profession, ce n'est pas quelque chose de manuel, forcément. Nous avons tous une profession ici. Hein. Oui, nécessaire. Oui, je te suis. Un professeur d'université exerce une profession. Oui, qui peut être manuel parfois. Enfin, bon. Très souvent. Mais il faut manier les PowerPoint. Ce qui est important aujourd'hui, c'est ce dont nous parlons, c'est qu'on a un lycée agricole, c'est qu'on peut forcer par secteur. L'agriculture, l'industrie, les services, etc. Aujourd'hui, l'enseignement, on sort d'une période où le lycée professionnel était la voie de garage. C'est-à-dire qu'on y allait par dépit. Tout à fait. Et la première réforme du lycée professionnel, c'est changer ce regard sur les métiers. C'est valoriser la formation et c'est valoriser l'expertise, valoriser la spécificité du métier et sa scientificité également d'une certaine manière. Un boulanger n'est pas moins qu'un avocat, il faut qu'on arrête à un moment de faire voir ça. Et quand je parle aujourd'hui des lycées des métiers, ça veut dire que les personnes qui s'y destinent possiblement, et qui peuvent aussi intégrer autre chose par la suite, vont vers des filières artisanales, dans le sens que nous connaissons la définition du code de l'artisanat et de la chambre des métiers, ce que nous connaissons dans le fond, sans laisser croire que le lycée professionnel est de la voie, quand tu sors de là, tu vas chercher un travail. Et on voit bien que tout à l'heure, Béatrice parlait de l'alternance, des choses comme ça. Moi, je dis qu'aujourd'hui, que la stagérisation, qu'on le fait dès le collège, les élèves de 4e vont en stage, mais c'est pas grand-chose. Ils ont des jours d'observation. C'est faire rentrer le monde de l'entreprise dans le lycée et faire rentrer le lycée également dans l'entreprise. Il y a des choses qui se passent. Je parlais tout à l'heure, je donnerai un exemple tout simple. Les entreprises reçoivent des stagiaires avec des dispositifs de sécurité très rudimentaires. Parce qu'on n'a pas prévu ça pour eux. Vous savez qu'il y a des huiles qui peuvent être cancérigènes, il y a certains produits, etc. Vous allez voir que dans certains, on voit l'accueil de stagiaires, on voit que les personnes qui pratiquent sont totalement sécurisées. Et le petit stagiaire qui est souvent là, il le regarde, quelquefois il essaie de le faire, mais il n'a pas toujours le matériel qui permettrait de le sécuriser. Je crois qu'il y a besoin aujourd'hui d'ouvrir un vrai consensus entre le monde du travail, le monde des métiers et le monde de l'éducation. Et pas réformer uniquement le lycée sans avoir pris le temps de consulter le monde du métier. Et c'est ce qui se fait malheureusement. Et quand ils arrivent dans le métier, c'est totalement inapte. Et quelquefois, on les envoie faire ce qu'on appelle une professionnalisation après le lycée professionnel. C'est quand même assez unique. Et c'est vrai que les parents, même des fois, lorsqu'on orientait leur enfant, je parle à mon époque, je ne sais pas pour maintenant, mais les parents s'offusquaient et allaient faire un scandale. Oui. Ne voulaient pas que l'enfant est là. Et c'est soit le redoublement ou le LEP. Je peux vous assurer que j'ai des amis qui ont fait ça, ils sont devenus par exemple plombiers, ou je peux vous assurer que j'ai l'impression qu'un plombier aujourd'hui gagne mieux sa vie que nous, hein, je vous assure. Mais on a toujours dit aux gens, si tu ne fais pas ça, tu seras... Voilà. Oui, il y a un mouvement qui se déclenche au niveau de ces lycées dans l'enseignement professionnel, en fait, écologique. Effectivement, au niveau de l'université des Antilles, on recevait la moitié de nos étudiants sortaient de ces établissements. Et il fallait mettre en place... pas au BTS, c'était fermé. Il fallait mettre en place des systèmes qui permettent de les assister et de les aider.
Il y en a beaucoup qui réussissaient. Mais l'idée maintenant, si tu veux, c'est à partir de ces lycées, des établissements, de monter des formations diplômantes qui permettent à ces étudiants d'avoir les meilleures capacités et de monter même jusqu'au niveau d'ingénieur. Absolument. Et nous avons cette possibilité. Moi, je prêche pour ma paroisse. Le Conservatoire national des arts et métiers, c'est son ambition. Et nous avons un certain nombre de conventions avec ces différents lycées qui permettent, n'est-ce pas, de monter, s'il le faut, au niveau de l'ingénieur, avec les écoles de doctorat du CNAM, n'est-ce pas? D'où l'intérêt d'avoir des états généraux des métiers. Tout à fait. Et dans ces états généraux des métiers, de penser la concertation et d'y associer les sciences de l'éducation. On ne peut pas comme ça réformer les choses pour des démarches politiques qui ne reposent sous aucune, démonstration. J'ai été trop bavard et j'arrête. Non, tu n'as pas été trop bavard. Mais là, on va faire un petit tour. J'enlève la parole à d'autres. On va regarder des images de Mayotte pour parler de ce sujet-là. C'est un sujet brûlant de l'actualité. Oui, absolument. Donc, on regarde les images et on commente après. Et puis Merci bébé de nous avoir emmené. Merci Béatrice de nous avoir envoyé ce petit film. On y va, Grégory. Décembre 1974, un référendum officialise l'indépendance des Comores, un archipel situé entre Madagascar et l'Afrique sous tutelle française depuis 1841. Ses habitants, musulmans pour la quasi-totalité, parlent en majorité une langue africaine, le Chimane. La minorité restante parle un dialecte malgache, mais lors du référendum, un problème surgit. Les Mahorais, habitants de l'île de Mayotte, ne veulent pas du futur chef d'État. Ahmed Abdallah, riche commerçant d'Anjouan, pressenti par la France, ils voteront non. Et se retrouveront de facto citoyens d'un pays, la France, dont ils ignorent tout. Mayotte reste donc à la France. Anjouan, Grand Comore et Moélie s'affranchissent. Avant ce scrutin d'autodétermination du 22 décembre, la France considérait qu'il n'y avait qu'une seule unité de l'archipel et les habitants soumis aux mêmes lois. Alors, ça vous dit quoi? Est-ce que ça rappelle... Est-ce que la Martinique n'est pas... Martinique très longtemps en arrière? Moi, ça, j'ai l'impression de retrouver un petit peu de la Martinique il y a 60 ans, une centaine d'années, je ne sais pas. Est-ce que c'est comme ça que les choses se sont passées pour nous? Non, pas du tout. Très différent. Alors, je vais... ce qu'explique ce petit sujet est très intéressant. Et c'est des conversations que j'ai eues en plus ces derniers jours avec des amis. En gros, ce que les gens doivent savoir, c'est que il y a un archipel d'îles dans l'océan Indien, bordant l'Afrique. D'ailleurs, on peut considérer ces îles comme étant presque africaines, et qui s'appellent en fait les Comores. Et avant, alors il y a eu une possession française de ces îles, mais quoi qu'il en soit, c'était un ensemble, c'était un archipel que l'on considérait dans une entièreté, donc de 4 îles, Mayotte, Anjouan, Grand Comore et Maïka, voilà. Et à un moment, donc, la France dit, bon, ok, on va vous donner les moyens de votre autodétermination, donc on fait une consultation à l'échelle des Comores, voilà, donc des 4 îles, on consulte et le résultat de cette consultation va dire si les 4 îles ou non vont rester françaises. Parce qu'à la base, c'était ça. C'est si les 4 îles ou non vont rester françaises. Et dans les 4, en l'occurrence, il y en a une sur le territoire de laquelle
les personnes votent majoritairement, je n'ai pas dit de façon unanime, mais majoritairement, donc 50 et 1% par exemple. 56. Voilà, en l'occurrence c'était 56%. 56%. D'accord. 56% des personnes qui habitent cette île disent nous on veut rester français. Bon. Sauf que c'est un ensemble et que ce qui a été consulté à la base, c'est quand même l'ensemble. Et la France dit alors, écoutez, eux, ils veulent cette île-là, par contre, ils ont voté pour rester, donc vous allez devenir français. Ça prend du temps. C'était en 1974, ce référendum, et c'est en 2011 que l'île de Mayotte devient département français. Drôme, oui. Voilà. Département région. Voilà. Ce qui se passe, donc l'opération qui est en train d'être montée et en train d'être là mise en œuvre à Mayotte, qui s'appelle Wambuchu, qui a été mise en œuvre par le ministre de l'Intérieur et en l'occurrence également ministre des Outre-mer. C'est une opération de destruction d'habitats insalubres dans lesquels se trouvent, c'est vrai, essentiellement des personnes originaires des Comores. Pas toutes, par ailleurs, dans une situation d'illégalité. Donc il y a des personnes qui habitent des bidonvilles, mais qui ont des papiers de résidence légale. Et également, d'ailleurs, des Mahorais, donc des citoyens de Mayotte, donc des citoyens français, qui vivent dans des situations insalubres. Alors il y a deux positions, on va dire. Il y a une forte, faut le dire quand même, Mayotte, depuis longtemps, vote beaucoup à l'extrême droite. Parce qu'il y a un problème avec l'immigration aujourd'hui. C'est vrai que 50% de la population aujourd'hui de Mayotte est constituée, et on dit même que les chiffres sont peut-être sous-évalués, est constituée de Comoriens qui sont quelque part des frères, faut pas oublier. D'accord ? Mais qui avaient cette habitude de mobilité entre ces fameuses îles. Bon. Il y a par contre une montée, et ça c'est vrai, d'une hyper-violence et d'une hyper-délinquance à Mayotte, qui fait monter les communautés les unes contre les autres, qui met les gens dans une position d'insécurité quotidienne. Et moi je peux vous assurer que j'ai eu plusieurs propositions de postes à Mayotte, que j'ai refusé malgré le fait que la prime de fierté de vie soit plus importante et tout ça, parce que mes amis qui y sont passés, ceux qui y sont, dont des Mahorais, ne peuvent plus sortir de chez eux à partir de 18h. Mayotte est devenue, il faut le dire, un coupe-gorge. Et je ne sais pas si certains ont vu cette vidéo, j'aurais dû vous l'envoyer, mais on arrive à un tel niveau de violence qu'on a des enfants dont les bus se font arrêtés, caillassés, et les gamins se font frapper à la machette pour récupérer des montres, des portables et le peu de sous qu'ils ont sur eux. Avec des personnes qui ont une capacité de mobilité qui est importante, avec un habitat insalubre important, avec des difficultés importantes. Et moi, je veux dire que si l'opération Wambuchu revêt un caractère inhumain, parce que rajouter de la misère à la misère, c'est compliqué. C'est-à-dire que quand on va même si on peut comprendre, là je suis en train de parler de situations où vous voyez la savane, vous avez des gens qui viennent, qui établissent un campement et qui finissent par y habiter. Il y a des personnes qui se sont retrouvées privées de leur propre maison ou de leur propre terrain à cause de situations telles que celle-là, qui se sont démultipliées évidemment ces 20 dernières années. Il y a une exaspération de la population. Il y a un vrai abandon, et ça nous en avons déjà parlé, il y a un vrai abandon de l'État, et tout parti politique confondu, de Mayotte. Il y a donc aujourd'hui cette envie d'aller donner un grand coup dans la fourmilière, mais qui ne règle pas la question diplomatique avec les Comores, qui ne va pas régler la question tout de suite de la sécurité, qui ne va pas régler la question aussi de la pauvreté dans la zone, qui ne va pas régler la question de Mayotte. Et d'ailleurs, je vous invite à être plus vigilants lorsque vous entendrez des statistiques en France. Et de plus en plus, on vous dit, par exemple sur les statistiques de la pauvreté, voilà, c'est les statistiques de la pauvreté hors Mayotte.
Parce que Mayotte est dans une situation telle que si on fait rentrer Mayotte dans les statistiques, ça plombe les statistiques de la France. Bon, donc les Mahorais sont exaspérés, les Comores sont dans le président aujourd'hui est un dictateur, faut le dire, celui des Comores. Là, il refuse d'ailleurs de reprendre sa population pour la simple et bonne raison qu'il y a quand même beaucoup de Comoriens qui considèrent que Mayotte est à eux. De toute façon, que ça appartient à leur ensemble et que s'ils veulent aller, ils peuvent y aller. Et c'est vrai que s'ils veulent y aller, ils vont y aller, prennent des kwassa, ce qu'ils appellent des kwassa, en fait ce sont des bateaux à moteur. C'est 100 km à peu près de traversée, donc à peu près une centaine de kilomètres de traversée, donc c'est relativement facile à faire. Voilà, donc je vais laisser les autres développer, mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, des échanges, moi, que j'ai eus avec... je ne vais pas faire de grandes leçons de moralité, parce que je ne sais pas, moi, ce que c'est que de me lever le matin, de partir de chez moi en ayant peur d'être arrêté à un feu dans ma voiture et braqué, de savoir que mes enfants peuvent se faire braquer également en allant à l'école, et de ne pas pouvoir sortir de chez moi à 18h. Donc je ne vais pas donner des grandes leçons, mais je dis qu'encore une fois, l'État français est appelé à sa responsabilité lorsqu'il décide de semer parfois aussi la pagaille sur des territoires tels que ceux-là. Sur ce sujet, moi, je ne ferai pas d'apologie du colonialisme, d'accord? Ce qu'on assiste à Mayotte, ça a un nom, c'est du colonialisme. C'est-à-dire que c'est du colonialisme. Je ne vais pas... Aujourd'hui, ça a un nom. Il ne faut pas non plus... C'est-à-dire que c'est l'histoire, si vous voulez, de colonisation de territoire. Parce que quand on me parle des Comores, on me parle de Mayotte, et je te remercie, Béatrice, d'avoir montré ce film très pédagogique, on parle du même peuple. On parle d'une fratrie. On parle de personnes qui se sont retrouvées... Alors, d'un côté, on a une France, même si elle est ce qu'elle est, mais elle est d'une France quand même. Et d'un côté, on a une misère acide. Et des gens qui risquent leur vie. J'avais été très choqué des propos de certains chefs d'État en parlant des kwassa, disant qu'ils nous ramènent quelquefois autre chose que du poisson et quelquefois du comorien. C'était pire que ça. Il a dit parce qu'il comparait avec les bateaux de la Guyane et il avait dit non, les kwassa c'est à Mayotte, oui. Et les kwassa ça ramène du comorien et ça pêche peu. Les mots précis du président de la République, Emmanuel Macron. Voilà, ça m'avait beaucoup choqué, ces mots-là. Je crois que Béatrice l'a dit, la situation à Mayotte, elle est explosive. C'est un état de non-droit. À part l'insalubrité, à part l'insécurité, à part la violence, à part tout ce qui se dessine, à part des centaines d'enfants qui naissent, parce que ici, Mayotte, c'est aussi l'une des plus grandes maternités. C'est une fabrique de Français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enfants naissent dans des conditions qu'on n'imagine pas. C'est une république bizarre à Mayotte. Et je crois que quand on met 1800 policiers, gendarmes, quand on met autant de moyens de bateaux qui vont les prendre. Cette opération a forcément du sens car les Mahorais le demandent. C'est-à-dire aujourd'hui, cette population, elle est d'extrême droite. Ça, il faut pas, on est aujourd'hui dans une extrême droite qui a pris le poids politique du pays. Et puis derrière, des gens qui ne comprennent pas. Mais qui sont ces frères qui nous trahissent aujourd'hui? Pourquoi ils ne veulent pas de nous chez nous? C'est-à-dire que c'est quoi le sujet? Je crois qu'il y a peut-être une solution. Je crois que la diplomatie avec les Comores, moi, j'y crois pas du tout. C'est une dictature. Il faut pas avoir peur des mots. Il y a des mots qui doivent être... C'est un dictateur. Oui, c'est un dictateur. Je crois qu'aujourd'hui, il y a... Ancien militaire, d'ailleurs, soit dit en passant. Si on peut régler l'histoire par des référendums, si on peut les régler et que aujourd'hui les Comoriens se sentent Mahorais, etc., même si les Mahorais n'en veulent pas, c'est pas qu'ils ne veulent pas des Comoriens, c'est qu'ils ne veulent pas aujourd'hui de l'insécurité que portent les Comoriens en situation illégale à Mayotte. C'est pas la même chose dont on dit. Ils ont construit des mosquées, ils sont quand même musulmans, faut pas oublier ce schéma-là. Et autour, je veux dire, de cet islam, puisqu'il y a quand même un fort poids de la religion dans ces territoires-là, il me paraît pas vain aujourd'hui de penser à ce qu'il y ait un pas de la France vers les Comores, un pas vrai, c'est-à-dire un pas vrai, dire voilà, s'il n'y a pas de diplomatie possible, eh ben aujourd'hui on peut régulariser tout ça, je crois. Bien. Maître.
Non, mais Michel, tu veux pas... Non, moi, je vais être... non, l'essentiel a été... Oui, Bon, moi, je vais rajouter bon, deux, trois choses. je pense que Béatrice a eu raison de faire la genèse Oui. de cette situation. Effectivement, c'est une situation de type colonial. Bon, d'ailleurs, dans l'histoire de la décolonisation, il y a un moment donné, d'ailleurs, la France avait envisagé de faire une partition en Algérie pour garder la partie où il y avait le pétrole, le Sahara, et puis le reste. Bon, par conséquent, ce n'est pas la première fois. Et puis, je pense également à l'est de l'Europe aussi, où les Américains ne désespèrent pas de séparer certaines républiques de la Russie. Bon, ben oui, la partition en Syrie, on a envisagé ces choses-là. En Libye, donc les méthodes coloniales mènent à cela. Alors, la réalité, c'est quoi? C'est que il y a le rêve, comme nous, tu as raison de faire le rêve de la départementalisation et de faire que par un acte juridique, qu'on va supprimer un siècle d'écart de développement. Ce qui est impossible. Ce qui est impossible. Bon, mais néanmoins, on a installé des institutions sociales, et tu parlais de maternité à ciel ouvert, on a installé les allocations familiales du RSA, et à côté d'un pays, d'un territoire qui est pauvre. C'est fait à Languille. Hein. Bon, mais nous pouvons vivre des situations comme ça en Martinique. Avec le droit du sol, d'ailleurs. Bon, c'est-à-dire que c'est une loi, excusez, c'est l'économiste qui parle, c'est une loi économique. À partir du moment où vous avez des écarts de niveau de développement, il se fait de produire ce que les économistes appellent le phénomène de polarité. C'est-à-dire que la partie la plus riche va sucer, absorber, aspirer la partie la plus pauvre. C'est ce qui se passe. Et là, tu as raison, la France est face à ses responsabilités. Elle a créé une situation qui est humainement inextricable. Tu as raison de dire que les... Bon, je ne sais pas s'ils sont vraiment l'extrême droite. En tout cas, l'immigration est considérée comme la cause de l'insécurité. Bon, mais c'est pas l'immigration. La misère. C'est l'existence, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté. Alors, comment s'en sortir? C'est un peu le même problème que pour Haïti. Hein. Mais oui. Il y a c'est pas la même chose, mais enfin, il y a des ressemblances. Il y a des ressemblances. Ah ouais, absolument. Il y a des ressemblances. Bon, il est certain qu'il faut mettre de l'ordre. On est arrivé à un stade. Ben, De l'ordre. Bon, Clairement. c'est comme en Haïti. clairement. Il faut mettre de l'ordre. On ne peut pas faire des élections en Haïti à l'heure actuelle, dans la situation qui est. Bon, là aussi, bon, il faut négocier avec l'État comorien. Bon, c'est une dictature, d'accord, mais on discute bien avec des dictatures. Hein. La diplomatie, c'est bien comme ça. Hein. Bon, si on ne discute qu'avec les gens recommandables, il n'y a plus de diplomatie possible. Hein. Alors, Bon, par conséquent, je termine. Je pense que, alors, d'après ce que j'ai entendu aux dernières nouvelles, il semblerait que le gouvernement comorien ait changé un peu d'attitude ces dernières 24 heures et accepterait, en gros, l'accostage des bateaux. Les bateaux. Bon, par conséquent, il faudra bien trouver un moyen comment dirais-je, de rapatrier et d'aider cet État à aider ses compatriotes. C'est ça. La solution, c'est le développement. C'est pas ça. Enfin, on va en parler. La solution, c'est le développement. Et au cas particulier, c'est la France qui est responsable. Bien. Philippe. Oui, cette situation est assez irréelle d'ailleurs. Lorsque, moi j'ai vu en 2011 que cette île devenait Drôme, n'est-ce pas? Article 73 de la Constitution.
département, région d'outre-mer, personnellement, j'étais assommé. Comment est-ce possible? Il y a tant de différences. Et c'est une situation coloniale, certes. L'intérêt de la France, c'est quoi? C'est la situation géopolitique. Absolument. C'est ça, c'est là. Donc il ne tient rien mais c'est cela. Okay. L'océan Indien. Oui, bien sûr, l'océan Indien, il faut y rester. Cette Mayotte, j'ai pas cru mes yeux parce que moi je m'intéresse de plus en plus aux droits des Outre-mer, c'est extrêmement complexe. Je vais en faire ma spécialité d'ailleurs ces jours-ci. Je m'aperçois que Mayotte, c'est 350 km², exact, avec 185 000 habitants. Ouais. Officiel. Oui, bien sûr. 185 000 habitants. Et d'après les statistiques, n'est-ce pas, la moitié des habitants, ce sont des gens qui viennent d'ailleurs, ok, d'étrangers, d'accord. Bon, Béatrice a très bien fait l'historique de la réalité, de ce qui s'est passé, mais c'est toi qui l'as dit finalement. Il faut aider l'État des Comores, il faut l'aider à résoudre la situation. Exactement. Donc, oui, mais si, dans la mesure où on va, n'est-ce pas, lui donner quelques consents, il va certainement céder. Mais ça ne résout pas le problème. Ce n'est absolument faux. Parce qu'à ce moment-là, l'attractivité demeure. OK? Et les habitants, n'est-ce pas, de l'État vont continuer à arriver. Vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est un paradis pour eux. Alors, comment résoudre la situation? Je ne vois pas, moi. Je vois très mal les solutions, sinon des solutions assez brutales. Mais il n'empêche que la problématique qui se pose... Ou statutaire. Changer le statut des Comores, c'est possible. Oui, mais alors tu... oui. Non, mais... Changer les statuts des Comores? Non, mais je pense qu'il y a quelque chose qui nous échappe et il faut le redire. À la fin du reportage, il manque une image d'ailleurs, il manque l'image par laquelle le président, ou en tout cas le chef, au moment où la France dit en 1974, Mayotte va être française. Attention, le chef de Grand Comore et tout ça dit, ok, je déclare l'indépendance de Mayotte, de Grand, d'accord? Donc des 4 îles. Parce que pour eux, c'est leur archipel. Mais c'est l'entité. Donc, non mais, c'est important. Vous allez voir peut-être les images aux infos ce soir. Il y a des images aujourd'hui qui circulent avec des manifestations. Un de Mahorais qui réclament la République et 2 de Comoriens qui disent « Ici, nous sommes chez nous, c'est pas la France. Ici, ce sont les Comores. » Bon, à Mayotte. Bien sûr. Oui. Parce que c'est un archipel des Comores. C'est logique. Donc je crois... Mais non, mais donc il ne faut pas s'attendre de la part du président des Comores, qui par ailleurs, il faut quand même le spécifier, est en ce moment, un peu grâce à la France, n'est-ce pas, président de l'Union africaine. Il ne faut pas s'attendre là de sa part, alors qu'il a lui-même cette vision des Comores, de l'archipel. Il a cette vision. Il a cette vision qu'on leur a volé un territoire. Donc c'est pour ça qu'il dit non. Moi, je ne vois pas pourquoi je vais vous emmener en bateau des gens qui, quand ils vont à Mayotte, sont chez eux. C'est vous qui avez décidé de prendre chez nous. C'est là ce que Michel a dit et ce que Guy Albert également a dit. Ils sont face, eux considèrent qu'ils sont face à une décision coloniale qu'ils vont combattre coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. Et s'il en coûte d'aller faire une colonisation inversée, avec les habitants d'Anjouan, les habitants de Grand Comore, les habitants de l'autre île, je ne me rappelle plus, ils vont le faire. Et là, c'est ce qu'ils sont en train d'organiser. Alors, les peuples ont chacun leur stratégie. Oui, la France a peut-être sa stratégie. Moi, je pense, en toute sincérité, au regard de ce que je vois, et au regard de ce que me disent même mes amis aujourd'hui, Mahorais et certains Comoriens d'ailleurs, de mes amis qui habitent Marseille et qui ont été... parce que c'est une grosse communauté à Marseille, la communauté comorienne. Les Comoriens, je vous le dis, tous, disent Mayotte, c'est aux Comores, point. Les Mahorais disent aujourd'hui qu'ils pensent également que la situation est inextricable. Parce que à part
mettre des bâtiments militaires sur l'eau, mettre des militaires, n'oubliez pas, il y a le premier vice-président qui aurait dû être démissionné d'ailleurs, premier vice-président du Conseil général de Mayotte, qui a dit qu'il faut probablement en tuer quelques-uns. C'est ce qu'il a dit dernièrement. Hein. Non, mais il l'a dit il y a 2 jours. C'est pour dire l'exaspération du truc. Hein. 2 observations. C'est un jeu. Bon. Il y a tout un jeu. Oui. Ok. Oui. Alors, il faut. Mais je ne suis pas sûre que la deux diplomatie... mots, Béatrice, s'il te plaît. Voilà. Bien. Je pense que derrière ça, il y a tout un jeu de posture. Ok. Oui. Mais quelle que soit la décision du président des Comores, quoi qu'il fasse, si, n'est-ce pas, Mayotte reste dans le statut tel qu'il est, c'est obligatoire. Le président pourra dire, pourra essayer de le faire, ou hypocritement il dira qu'il fera, la situation va perdurer. Et moi, personnellement, je ne vois pas la solution. Oui. Je ne la vois pas. Et bon, on est d'accord. On est d'accord. Oui. Elle est difficile. Et en plus, il y a des aspects qui sont totalement inhumains, là. Oui. Est-ce que les gens de Mayotte ont envie d'appartenir à nouveau au Comores? Non. Mais non. Ça mais ils ont le rêve français. Eux, dans leur idée, c'est le rêve français. Ils veulent de l'école, de la sécurité, des hôpitaux, du développement. Le président de la collectivité soutient l'opération Wamouchou. Les 2 députés de Mayotte soutiennent cette opération. Donc, les élus mahorais... Et les 90% des maires demandent... Et il y a des mouvements de femmes. Oui. De femmes maoraises qui demandent d'éliminer les immigrés. Par conséquent... Et je te dis, même le premier vice-président de... Ce que dit Philippe est exact. C'est un piège. C'est un piège. Le piège colonial s'est refermé sur la France. Tout à fait. Tu vois? Tu comprends? Voilà. Codium Marium. Voilà. Est-ce que les Comores peuvent devenir français? Non. Non, je pose des questions, ça vous répondre. Ça sera un peu loin. Mais peuvent demander réparation. Oui, pourquoi pas? Mais peuvent demander réparation. Parce qu'aujourd'hui, le crime comorien est un crime français. Il y a un coupable. Il n'y a pas d'autre solution qu'une négociation. Et d'ailleurs, avec un plan de développement à terme. Et je pense que c'est la seule solution qui peut... Pour l'instant. Il faut traiter les priorités. Je reviens à l'histoire d'Haïti. La première priorité, c'est la sécurité. Oui, c'est clair. Bon, ce n'est pas parce que c'est Darmanin. Les Mahorais veulent de la sécurité. Bon, par conséquent... Les Comoriens aussi. Les Comoriens aussi. Donc, c'est d'abord cela. Mais il faut le faire... À mon avis, il faudrait le faire sous le contrôle de l'ONU. Ah, merci. Il faudrait le faire sous le contrôle de l'ONU, parce que si on laisse les flics français avec leur mentalité raciste, parce que moi, il y a une de Boug, Canazé, hein, c'est qui ça, c'est monsieur, c'est Kaïraché coupé. Philippe, l'ONU n'est pas en Haïti. Parce que les jeunes là, il faut se mettre à la place des jeunes, il y aura beau Roger, hein. Bien. Il ne reste pas beaucoup de temps. On est bien d'accord que ce n'est pas une cause du gouvernement français. Mayotte et les Comores, aujourd'hui, font partie d'un dossier du Quai d'Orsay, avec notamment une saisine très claire. Exactement. D'accord. Qui considère encore Mayotte comme appartenant aux Comores. Et c'est bien ce que je voulais dire, la question de statut. Voilà. Parce que l'ONU continue à considérer Mayotte comme appartenant aux Comores. Tout à fait. Ouais. Donc la question du statut se pose. Il y a je ne sais pas combien de résolutions de l'ONU sur ce sujet. Et qui enjoignent la France, qui enjoignent la France à rendre ses terres aux Comores. Tout à l'heure, ça rejoint quand il y a un vrai sujet autour du statut des Comores. Et le point commun, c'est qu'à cette époque, en 2011, on a développé une propagande assimilationniste. En faisant rêver, mais oui, en faisant rêver les Mahorais qu'ils allaient devenir l'équivalent du petit Parisien. Non mais alors, juste pour l'anecdote et pour aller dans son sens, à l'époque, pour passer à un autre sujet mais pour éclairer, en 2011,
alors que d'ailleurs Yves Gégaud a fait les plateaux et tout ça, mais enfin il était chargé de préparer la départementalisation, hein, il n'a pas fait grand-chose. Bon, à telle enseigne d'ailleurs qu'au moment de la départementalisation, il n'y avait même pas d'état civil, parce que ça n'existait pas dans leur façon de faire. Bon. Et que la réalité aujourd'hui d'ailleurs, de ce que l'on parle, puisque on parle de similitudes, moi je prendrais presque avec des similitudes martiniquaises, mais c'est que les Mahorais ont des femmes dans chaque île. Ce sont des musulmans. Et en l'occurrence, officiellement, des polygames. Et donc, leurs enfants, ils sont quoi? Quand ils vont faire les enfants à Anjouan, quand ils vont faire des enfants à Grand Comore. Mais comme les Martiniquais ont des enfants à Sainte-Lucie. Hein. Mais c'est ma vue que je vais considérer que c'est une similitude. Je viens de te dire que je considère la même chose. Non, mais c'est pour dire à quel point le sujet est compliqué et difficile, parce que ce dont je suis en train de parler, j'en parle comme d'une anecdote, mais c'est une réalité. Il y a énormément d'hommes de nationalité française, mahoraises, qui ont des enfants avec des femmes et qui ont même des femmes vivant sur les îles du Comore, d'accord? Et donc ces enfants, puisqu'il y a le droit du sol, qui est en train d'être... L'État songe à remettre en question le droit du sol sur Mayotte, hein, oui, en faire une sûr, exception, oui, absolument. Notamment sur Mayotte. Oui. Droit du sol, on rappelle ce que c'est l'enfant naît sur le sol, il est français. Bon, eh ben, à Mayotte, le Quai d'Orsay est en train de penser à l'idée de réformer, donc de faire une exception encore de Mayotte. Soit dit en passant, Mayotte est une exception sur tout. Exactement. C'est dérogatoire sur tout. C'est dérogatoire sur tout. Presque ils auraient un code particulier que ça pourrait paraître normal. Mais en tout cas, tout ça pour dire que la situation est compliquée. Pas comme Mayotte, ils sont dérogatoires. Absolument pas. Il y a des sujets brûlants là aussi. La commission des lois de l'Assemblée nationale a rejeté une proposition de loi visant à promouvoir l'emploi et le retour des fonctionnaires d'État ultramarins dans les territoires d'outre-mer. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est en cours. On ne l'avait pas traité. C'est en cours? Oui, c'est en cours. Enfin, la commission a donné un avis négatif, bien sûr. C'est la proposition numéro 980. Oui, c'est en cours. Ça va être débattu lors d'une niche. Le 5 mai. La semaine prochaine. Bah, sur le plan du principe, j'ai lu le texte avec beaucoup d'attention. Alors, bien sûr, si on s'abrite derrière les principes constitutionnels durs, on peut se poser des questions. Mais le projet de texte est rédigé de telle façon qu'il définisse chacun des caractères. Et moi, le juriste que je suis, je vois que les choses évoluent très rapidement, notamment au niveau des Outre-mer. Et au niveau aussi du Conseil constitutionnel, mes amis. Lorsque on s'adresse au Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel ne décide pas uniquement de savoir si c'est conforme à la Constitution. Mais vous avez depuis 1971 ce qu'on appelle les blocs constitutionnels. Ok, le bloc constitutionnel, c'est bien l'autre aspect, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est le préambule de la Constitution 46, c'est le préambule bien sûr de 1958, plus les principes fondamentaux. Et dans ces principes fondamentaux évoluent. Et moi, je vous dis franchement, lorsqu'on constate qu'il y a une différence, il faut adapter. C'est un principe. Et par conséquent, j'ai vu que dans certaines collectivités, il y a la préférence locale. Et ce n'est pas inenvisageable avec l'évolution du droit et la jurisprudence. Je dis simplement cela. Et moi, je pense que ce serait intéressant que ce texte puisse avancer. Sincèrement, je le pense profondément. Sarkozy n'avait pas dit ça une fois, une histoire de préférence pour les diplômes de même niveau? C'est différent, ça. Oui. À diplôme équivalent, on préfère effectivement celui... Bon, effectivement, c'est possible. Oui. Mais ça n'a jamais été appliqué. Je ne veux même pas dire équivalent, à compétence suffisante. Ah bon, oui. Alors, c'est différent. On passe juste pour le dire, parce que parfois les personnes pensent qu'on fait d'une espèce de nationalisme bête.
La réalité dans la fonction publique, parce qu'on parle là de fonction publique, d'État, c'est que l'action est en continuité et que, en fait, l'État organise une perpétuelle discontinuité de son action publique, avec des fonctionnaires qui sont à la tête de hautes administrations en Martinique, mais qui ne restent que 3 ans. On arrive inéluctablement à ce que l'action soit discontinue. Parce que la plupart du temps, le temps que le nouveau se rôde, qu'il apprenne, qu'il comprenne, on a perdu 2 ans. Et puis, au moment où il commence à être un peu en jambes, il reste plus qu'1 an, et puis il se barre, et puis il y en a un nouveau. C'est ça la réalité des administrations de l'État, à la tête des administrations de l'État. Et donc, il faut qu'on arrête aussi de faire des tours de manège en Martinique, parce qu'il y a aussi beaucoup de ça. Parce que la plupart d'entre eux, à la tête des administrations, ont voiture, maison, primes, tout ça. Et pendant qu'on leur paye des déménagements, je tiens à le dire par ailleurs, pendant que leurs déménagements sont payés, que les maisons sont payées lorsqu'ils viennent, on dit aux petits Antillais qui, eux, ont obtenu leur mutation, que leur déménagement n'est que payé en partie. Parce que c'est ça maintenant, les réformes de l'État. Si on regarde bien sur une période de 2014-2019, on a quand même 40% des métropolitains qui travaillent dans la fonction publique d'État, qui occupent des postes d'encadrement à Martinique, contre seulement 10% de Martiniquais. Ça, c'est des chiffres qu'il faut voir. Ils sont publiés. Ça veut dire que, sans discriminer, j'invite à simplement regarder. Pas besoin du huissier de justice pour ça. Des yeux et des lunettes peut-être. Voilà. À la suite de l'échec des négociations entre les représentants des médecins et l'assurance maladie en février, un règlement arbitral a été présenté ce lundi 24 avril. 26,50 € chez les généralistes, 31,50 € chez les spécialistes. Ça fait un moment que ça traîne, cette histoire-là. C'est une question que je voulais poser à Guy Albert. Non, mais c'est vrai. Parce que le règlement arbitral, c'est quoi? C'est-à-dire que les négociations n'ont pas abouti, n'est-ce pas? Et on décide pour toi. Hein? On décide pour toi? Non, c'est pas ça. C'est pas ce que j'ai cru commenter pour ça. Moi, je suis pas un publiciste. Le règlement arbitral, c'est une experte qui est nommée et on va continuer à rembourser sur une base d'augmentation de 1,50. Mais est-ce que c'est le départ d'une procédure d'arbitrage? Oui, c'est le départ. D'accord, ok. Ça se poursuit. D'accord. Le règlement arbitral, ce n'est pas la décision définitive. Voilà. Et on pouvait comprendre cela et je voulais que Guy Albert nous apporte la précision. Oui, Michel. Il semblerait d'ailleurs que la Fédération des médecins de France ait obtenu quand même des compensations dans d'autres domaines. Absolument. Bon, c'est-à-dire qu'on a écarté notamment les fameuses contreparties, notamment des heures médicaux, etc., qui devaient être liées à l'augmentation de la consultation. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a plus cette cause de litige entre le corps médical et les représentants de l'assurance maladie. D'accord. Bon. Alors, le problème de fond, c'est qu'il y a un argument quand même qui me paraît recevable, c'est que l'augmentation qui est donnée de 5-6%, en gros, elle ne couvre pas l'inflation. Donc, alors, les types de moins de 30 €, 50 €, c'était peut-être exagéré. Bon, c'était même insupportable pour l'assurance. Parce que je vous rappelle quand même que l'assurance maladie, c'est nous. Hein. Non, parce que ce n'est pas l'État. Hein. Ce n'est pas le budget de l'État. Hein. Bon, quand il y a un déficit de l'assurance maladie, l'État vient dans certains, avec la fameuse loi rectificative de finances de la sécurité sociale, l'État vient... C'est pas ton cavalier social, là. Bon, vient compléter, mais il n'empêche. Bon, donc, il s'agit d'une situation... et puis, il y a tous les dysfonctionnements de la médecine qui viennent des conséquences, il y a 15-20 ans, de l'instauration du numerus clausus. Et ces conséquences ne peuvent pas être gommées d'un seul coup, parce qu'on a desserré
le numerus clausus, on permet de recruter un peu plus, bon, mais il faut au moins une dizaine d'années. Il faut au moins une dizaine d'années pour qu'il y ait des résultats. Alors, en attendant, il faut un compromis. L'ordinaire que pour nous, c'est pas 26,50 €, c'est un peu plus, hein, quand même. Alors, Béatrice, la hausse des prix de billets d'avion se poursuit et s'intensifie. Il faut que tu retrouves. Non, alors, je vous promets que cette semaine, je vais en prendre là, du coup, l'engagement, je vais le faire, mais je suis tellement énervée. Je vous promets que je vais ressortir un papier, un communiqué de presse. Voilà. Parce que, mais je suis obligée. Alors, on est passé de 30, à l'époque où on a commencé à en parler. D'accord ? Et d'ailleurs, on s'était dit, tiens, Corsair, les collectivités ont des billes dans Corsair, pourquoi il y a une telle augmentation ? C'est comme ça que j'étais rentrée, que j'étais allée m'interroger sur qui finance finalement notre transport aérien. Bon. Et que je m'étais intéressée sur le financement de la fameuse LADOM. D'accord ? Bon. Là, on est passé. À l'époque, on était post-Covid, 31% d'augmentation. On est passé, il y a 2 mois, à 47% d'augmentation. On est à 57% d'augmentation des tarifs aériens sur nos tronçons. C'est l'augmentation la plus importante au monde. Ouais. Bon, et on va nous faire croire que nous ne sommes pas rentables alors que les avions sont pleins ? Que nous ne rapportons pas d'argent ? Et aujourd'hui, les personnes qui s'intéressent à la question, et je nomme la sénatrice Catherine Conconne, dit « Oh, il ne faut pas faire de délégation de service public comme en Corse, parce que sinon ça va tuer la concurrence. » Mais de quoi parle-t-on ? Faut arrêter. Mais bon, le service public, c'est pas l'industrie. Et puis depuis quand faire des délégations de service public, des marchés publics, ça tue la concurrence ? Vous voulez des obligations de service public, donc vous lancez un marché public qui vous permet d'avoir quoi ? Un nombre de vols qui soit assuré, un tarif qui soit garanti. Mais quand vous construisez un bâtiment, quand vous mettez en place un service public de transport, vous faites la même chose. Ça ne veut pas dire que ça tue la concurrence. Au contraire, d'ailleurs, ça la stimule bien souvent. Donc moi, je suis effarée par cette façon que l'on a de voir les choses. Aujourd'hui, nous avons besoin de mobilité. La Martinique, Guadeloupe, aujourd'hui, 35 minutes de vol, c'est 370 €. Mais on va où ? Et j'entends aussi des gens dire « Ah, les Martiniquais n'ont qu'à rester chez eux. À l'époque, peut-être que quand le billet était à 400 €, ils étaient qu'à aller faire la bombe, dépenser l'argent en France. » Mais j'ai envie de dire, qu'est-ce que ça peut faire aux gens, ce que les gens ils vont faire quand ils partent en France, en Guadeloupe, en Guyane ? Qu'est-ce que ça peut leur faire ? On a juste le droit de sortir de chez nous. Et pour cela, et je vais rajouter d'ailleurs dans ce communiqué de presse, parce qu'il y a un élément nouveau auquel nous ne pensons pas. Mais c'est le financement des transports interrégionaux en France, soit de la SNCF, à laquelle nous participons tous. Parce que la dette aujourd'hui des investissements de la SNCF, c'est les Français qui la payent avec leurs impôts. Et nous payons des impôts. Et donc on participe au financement des transports des gens qui veulent aller entre l'Occitanie et la Bretagne. Et aujourd'hui, l'État ne nous donne pas un rond. Et puis, faut être sous le seuil de pauvreté pour toucher de l'argent. Mais là, j'ai envie de dire, mais qui ça au cas qu'est-ce qu'on pense que les gens vont aller faire en France ? Parce que la DOM maintenant, c'est quand vous touchez moins de 11 000 € par an, donc moins de 900 € par mois. Et quand on vous aide, c'est une fois tous les 2 ans ou tous les 3 ans. Mais c'est pas sérieux. Et pour être aidé, il faut que ce soit un aller-retour. Hein. C'est un aller-retour. Donc les gens qui ont acheté... Mais c'est une fois tous les 2 ans maintenant, ou tous les 3 ans. Oui. Donc il y a des gens qui sont venus effectivement avec le bon de la DOM, et ils ont pris un aller simple. Et à l'époque, personne ne savait que c'était seulement aller-retour. Donc on a vendu des billets pour des gens, et finalement il y a des gens là qui doivent maintenant, parce qu'ils n'étaient pas au courant que c'était pour l'aller-retour. Obligatoirement l'aller-retour. Non, c'est... Alors, puisque tu as parlé de sénateurs, des nouvelles des sénatoriales, c'est bientôt ? C'est en septembre, je crois ? Septembre. Michel se présente ? Michel est candidat. Il me semblait, j'avais cru voir ou entendre Michel, dis-moi. Non, pas du tout. Je n'ai pas d'ambition électorale. En ce qui me concerne. Bon, cela dit... Non, mais si le parti te réquisitionne, tu seras obligé d'y aller. C'est ce qui se passe, non ? Alors, en ce moment, nous sommes membres du Grand Assemblée. Et le Grand Assemblée
engager des discussions sur les sénatoriales. Voilà tout ce que je peux dire. Et je pense que l'objectif de ces discussions, c'est que le Grand Assemblée se mette d'accord sur les candidatures communes. Bon, il y en a deux, voilà. Bon, je pense que c'est... Mais bon. Moi, j'ai entendu ça, il a des noms qui commencent à sortir. Oui, bon. J'ai entendu parler de Belfort-Birota. Ah oui, J'ai entendu ça. Il avait été candidat la dernière fois. Hein. Oui. J'ai entendu parler de France Toliard. Moi aussi, j'ai entendu ça. J'ai entendu Raphaël Séminot, j'ai entendu Annie Chandé. Donc ça, c'est le PPM en France. Et l'APS, on n'a pas entendu du côté de... Ah oui, il n'y a pas... Paquet, je n'avais pas encore entendu. J'ai entendu Paquet. Paquet. C'est pas Alors, ça. Mais du côté du PS, là. Bébé, t'es pas... Non, on n'a tu ne pas sais rien. fini. Non, pas moi. Ah bon? Pas toi? Il y a quelqu'un d'autre parti. C'est en septembre, vous verrez bien. En fait. Mais pour l'instant. On verra bien. On verra bien. Oui, vous verrez bien. Et toi, Guy Albert, non, tu es bien sûr. Non, mais c'est une Mais élection. c'est une élection un peu particulière. Il faudra peut-être qu'on fasse un petit point pour Ce sont les grands électeurs qui votent. Alors, Oui, les grands c'est pas électeurs. seulement les grands électeurs, parce que on dit les grands électeurs. Il y a aussi les valises d'argent. Alors, il y a les grands électeurs. Et pour ils ont du billet de 500 €. Mais bien sûr. et il faut dire c'est quoi les grands électeurs. Roger Lise qui racontait ça. Hein. Ouais. Les grands électeurs, ce sont les élus municipaux, Oui. les élus territoriaux. Oui. Hein. Et puis, il y a en plus, pour certaines communes, la possibilité de nommer des délégués. Des délégués. Oui, délégués, oui. Par exemple, Fort-de-France. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est l'une des élections, en revanche, qui a le plus fort taux de participation, pour la simple et bonne raison que lorsque une personne qui est habilitée à voter ne vient pas, elle reçoit une amende. Alors, pas très forte, mais elle est sanctionnée d'une amende d'une centaine d'euros. Donc, il y a un taux de participation d'environ plus de 80% à chaque fois. Je crois que les derniers, c'était 86%. Je sais plus. Mais c'est une élection extrêmement intéressante sur le plan sociologique. J'ai participé une fois à cette élection. Et bon, ça se passe à la préfecture. Et il faut voir les conciliabules, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Non, mais il y a des choses extraordinaires qui se passent. Absolument. On peut même pas y penser. Hein. Absolument. Des gens de tel parti qui finalement votent avec des dossiers de tel parti. Il y avait des souvenirs qui remontent. Il y avait deux candidats PPM. Oui. Et je me souviens que nous, le Grand Assemblée, pour embêter le PPM, on avait décidé Vous avez demandé de voter. Ils vont pas quitter, disons la vérité. Vous avez demandé de voter. Ils vont pas quitter. En gros, vous avez voulu la merde. Vous attendez à des C'est de la surprises. tactique politique. En fait, ils ont fait de la tactique. Ça qui nous a valu d'ailleurs la grande colère de Birota. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai. Ah ben dis donc. Bon, donc toi tu n'y vas pas. Non. Et c'est pas encore décidé. Mais Belfort-Birota a annoncé qu'il était candidat. Ah oui, je crois qu'il l'a dit. Non. Oui, il a annoncé. Il a annoncé. Ouais. Il a annoncé. Mais il paraît qu'il y a beaucoup de monde, que ça défile en ce moment dans les concerts. Oui. On n'a pas voulu me donner tous les noms, mais il y a déjà pas mal de personnes qui sont allées visiter les maires, conseillers municipaux. C'est intéressant. Et également les professions, parce que bon, il faut financer la campagne quand même, ça reste une campagne. Ce dont je me souviens quand même, qui était intéressant, c'est que le président de l'Assemblée, Claude Lise, avait quand même organisé, avec certains candidats, des discussions comme ça. Et ça nous a quand même donné l'occasion de rencontrer des gens et de leur poser des questions assez fondamentales sur leur vision du pays. On a, en particulier, Paquet, Concon, pour leur demander quand même comment ils voyaient le pays, quels étaient les grands sujets. Moi, je crois que c'est quand même... Ça, c'est important, que des candidats au Sénat aient quand même une armature de propositions, de vision. Oui, Par exemple, aujourd'hui, la Martinique 2023, quelle est
quels sont les grands problèmes du pays et quels sont les sujets sur lesquels vous allez vous battre. Parce que je veux bien qu'on me donne une moitié de billets de 500 € avant l'élection, en me disant, vous avez mon cahier élu, mon cahier bon, l'autre moitié. L'autre moitié, enfin quand même, il faut être plus sérieux que ça. Moi, je pense qu'il faut aussi prendre... je tiens à le dire quand même, malgré tout le respect que j'ai pour le sénateur Antiste, moi, je crois aussi que la politique est faite de décisions qu'il faut prendre, non pas pour soi, mais pour son pays. Quand on n'est pas capable de siéger et de défendre son île, je pense qu'il aurait dû prendre la sage décision depuis plus longtemps. Oui. Il est souffrant. Mais il est souffrant, mais justement. Oui, non, mais c'est pour ça que je pense que parce qu'il est souffrant. Soyons humains. Mais je suis humaine. Oui. Non, mais je suis humaine. Je suis très humaine. Non, mais je suis très humaine et c'est pour ça que je dis que c'est une personne que je respecte. Mais je pense. Vous voyez, il y a une petite vidéo en ce moment qui circule. Et dans laquelle justement on dit que le sénateur le plus absent de France, c'est le nôtre. Mais ce que je dis, c'est pas ça. Ce que je dis, c'est que en attendant, peut-être qu'il y a la réalité, c'est que nous avons quand même besoin de soutien dans ces assemblées pour un certain nombre de dispositions juridiques. C'est pas un métier, une fonction facile, mais c'est encore plus difficile quand le siège il est vide et qu'on ne peut pas, en effet, malheureusement, et je lui transmets toutes mes amitiés, il sait, mais je pense, et je le dis clairement, je pense que il y a des suppléants qui sont aussi là un moment pour suppléer quand on ne peut pas et que c'était peut-être le moment. Voilà, c'est tout, c'est mon avis. Quelle est la commune faiseur de roi? Ou les communes, je ne sais rien. Fort-de-France. Fort-de-France, le Robert, Lamentin. Ah oui. Lamentin, ouais. C'est aussi les communes les plus importantes. C'est celles qui ont le plus d'élus et celles qui peuvent avoir des délégués. Qui peuvent nommer des délégués. Le Robert, ah bon? Oui. D'accord. Bon. Dans ces cas-là, du COS. Tu as parlé de quelqu'un du Robert là tout à l'heure. Oui, Biota. oui, bien sûr. Ouais. Bon, ben voilà, les valises vont commencer à circuler. Bon, merci beaucoup. Merci. Tout à fait. Je vois quand tu connais la politique martiniquaise. Hein? J'essaie de m'y intéresser. Oui, tout à fait. Voilà, simplement. Ouais. Merci beaucoup. Oui. Content de t'avoir revu, Michel, après tout ça de temps. Mais oui, moi aussi, je suis content de te voir. Ça fait plaisir. Ouais. Guy Albert, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Ça va, tu n'as pas été bousculé, non? Non, lui, il n'est pas bousculé. J'étais un peu comme... vous avez compris qu'il faut un moment, pas me mettre contre ces deux papilles aimées, mais finalement, j'ai trouvé des parents. Merci bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Ah oui. Je pense à le message qu'on t'a envoyé par quelqu'un que voilà. Oui. Il faut y penser, peut-être pas là, mais peut-être autre part. Oui. Très bien. Je sais, j'y pense. Merci à Grégory, merci à Manuela, merci à vous chez vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une bonne nuit, une bonne semaine sur vos télévisions. Et à la prochaine. Bye bye.